Bienvenue, bonjour à tous. À la une de ce journal de l'Afrique, le coup de force de l'armée camerounaise. Elle affirme avoir tué une centaine de membres de Boko Haram et d'avoir libéré 900 otages. Vous entendrez le porte-parole du ministère de la Défense. La France, une nouvelle fois face au génocide rwandais, des rescapés accusent d'anciens officiers de les avoir abandonnés au massacre. Des ONG demandent leur mise en examen. Et puis, plus léger, Econ s'engage pour le climat. La star sénégalaise veut aider l'Afrique à s'électrifier grâce aux énergies renouvelables. Vous l'entendrez. Mais d'abord, cette attaque la nuit dernière à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Une base de l'armée ivoirienne était visée. Le bilan est lourd. Il y a 11 morts au total. Bonjour Anna Sylvestre Trainer. Vous êtes en direct d'Abidjan et vous avez des précisions. Oui, ce que l'on sait, Julien, ce soir, effectivement, c'est que les FRCI ivoiriens ont été surpris au petit matin. Il était environ 4 heures aujourd'hui, lorsque des assaillants ont pris pour cible le poste militaire de la petite ville d'Olodio. C'est au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, non loin de la frontière avec le Libéria. Les échanges de tirs ont été nourris. Ils ont duré 1 heure et vous l'avez dit, le bilan est particulièrement lourd, au moins 11 morts, nous dit-on de sources officielles, 7 du côté FRCI, 4 du côté assaillant, 8 hommes ont par ailleurs été interpellés. Il s'agirait, nous dit-on, de sources militaires d'Ivoiriens, mais également de Burkinabés et de Togolais. Ce soir, le ministre chargé de la Défense ivoirien a appelé les populations de la région au calme. Tout est sous contrôle, a-t-il dit en substance, et il a affirmé cela n'a rien à voir avec du terrorisme. Vous le savez, la Côte d'Ivoire a été directement menacée ces derniers mois. Cela n'a rien à voir avec du terrorisme. Il s'agit de grand banditisme, a affirmé Paul Kofi Kofi. L'Ouest ivoirien est en effet connu pour être une région instable, effectivement, mais cela faisait près d'1 an qu'aucune attaque de cette ampleur n'avait eu lieu. Celle-ci est la première depuis l'élection présidentielle d'octobre dernier, alors qu'Alassane Ouattara avait fait du retour de la paix et de la sécurité dans le pays l'un de ses principaux thèmes de campagne. Merci Anna Sylvestre Trainer. Les résultats des législatives au Burkina Faso, ils sont tombés dans l'après-midi. Le parti du président élu l'emporte avec 55 députés, mais il ne dispose donc pas de majorité absolue. L'UPC de Zéphirin Diabré arrive deuxième avec 33 députés. Puis vient le parti du président déchu Blaise Compaoré, crédité lui de 18 sièges. Je vous le disais en titre, 2 kamikazes ont semé la terreur dans l'extrême nord du Cameroun. Un double attentat suicide à Ouaza qui a tué au moins 4 personnes. Pas de revendication, mais la secte Boko Haram est très active dans cette région frontalière du Nigeria. L'attaque intervient en tout cas quelques heures seulement après la visite hier du gouverneur du Nord. Le Cameroun qui annonce par ailleurs ce mercredi plusieurs victoires militaires d'importance. L'armée affirme avoir libéré 900 otages et tué une centaine de combattants islamistes. Aucune photo, aucune vidéo, ni moyen de vérifier ces bilans de manière indépendante. Les seules informations émanent de l'état-major camerounais. Écoutez le colonel Badjek au micro de Bengali Touré. C'est un combat qui s'est fait dans une notion interarmée, combinée avec des moyens d'observation aérien et aussi en utilisant toutes les composantes que vous pouvez savoir dans un combat de menée. Au cours donc, de cette opération, on a pu libérer entre 900 et 1000 otages. Ne me demandez pas la nationalité, je ne pourrais pas répondre. Il y a eu une neutralisation, plus d'une centaine de membres de la secte Boko Haram. Et ce qu'il y a de plus important, c'est de savoir que le nommé Aladji Ghana, chef des opérations de Boko Haram dans la zone, a été neutralisé. Il était l'auteur de plusieurs opérations de kamikazes lancées déjà sur le territoire camerounais et sur les autres pays de la CBLT. La colère monte dans le sud-est du Nigeria depuis plusieurs semaines. Les manifestations en faveur de l'indépendance du Biafra se succèdent. Les autorités prennent la menace au sérieux. Ils ont envoyé militaires et policiers dans la zone. Alors pourquoi ce regain de tension près de 50 ans après la guerre civile? La réponse de Nicolas Germain. 45 ans après la fin de la guerre civile au Biafra, le sud-est du Nigeria connaît une série de manifestations depuis plusieurs semaines. Le mouvement de contestation est né après l'arrestation en octobre du militant nigérian pro-Biafra Nnamdi Kanu. Il a été inculpé pour conspiration et appartenance à une organisation illégale.
Certains politologues estiment que cette arrestation n'était pas judicieuse. L'erreur du gouvernement, c'est qu'en l'arrêtant, ils lui ont fait de la publicité. Ils auraient pu le libérer sous caution, mais ils ne l'ont pas fait. Cela a accru sa popularité, l'a rendu plus visible. Maintenant, la communauté internationale se demande qui est cet homme. Dans cette région déshéritée, les habitants se disent abandonnés par le gouvernement. Le gouvernement ne m'aime pas, il ne veut pas m'aider, il ne veut rien de moi. Alors pourquoi il me force à faire partie du Nigeria? Le Biafra est à nous. On s'est battu pour ce pays, mais on a perdu. Mais on doit réessayer. Lorsque le Biafra sera indépendant, cette région ira mieux. Car nous, les Igbo, nous sommes forts, nous sommes des hommes d'affaires. Le conflit entre 1967 et 1970 avait débuté lorsque Odumegu Ojukwu avait déclaré unilatéralement l'indépendance du Nigeria. Pendant la guerre, plus d'1 million de personnes sont mortes, surtout en raison de la famine et de maladies. Personne n'est indispensable, c'est la nouvelle charge des États-Unis contre Paul Kagame, le président du Rwanda en route vers un 3e mandat. Les députés ont adopté le changement de constitution qui sera soumis à référendum. Le Rwanda, on en parle aussi avec cette question qui revient à la une. L'armée française a-t-elle abandonné des civils Tutsis alors qu'ils étaient menacés de mort par les Hutus en 1994 ? L'accusation date d'il y a 10 ans, mais récemment, plusieurs ONG, dont la FIDH, ont demandé la mise en examen de 2 officiers français pour complicité de génocide. Ces derniers parlent d'accusations invraisemblables, monstrueuses, mais sur place, à Bicécéro, les rescapés maintiennent leurs témoignages. Ils sont recueillis par Thaïs Brook. En juin 1994, cette piste accidentée menait droit vers l'horreur. Quelques jours après le début de l'opération Turquoise, les militaires français l'ont empruntée pour rejoindre les collines de Bicécéro. Ezekiel se souvient très bien de ce 27 juin. Il pense alors que son calvaire s'achève avec l'arrivée des Blancs. Je me cachais là, en bas, dans un trou, lorsqu'on a entendu dire que les Français arrivaient. Nous sommes venus les rencontrer juste là, à l'intersection. Ezekiel décide alors de sortir de sa cachette, imité par des centaines d'autres Tutsis affamés, traumatisés et parfois grièvement blessés. Ils ont dit qu'ils venaient nous protéger et nous pensions qu'ils allaient nous sauver. On leur a montré des corps encore chauds de personnes qui venaient d'être tuées. Mais ensuite, ils nous ont dit de retourner dans nos cachettes et qu'ils reviendraient plus tard. On les a suppliés, mais ils sont quand même partis. Sa femme et ses 4 enfants seront tués dès le lendemain. Cet éleveur est aussi un rescapé de Bicécéro. Un des tueurs accompagnait les Français et a raconté aux autres génocidaires que nous étions encore de nombreux survivants. Ensuite, ils ont décidé de venir nous tuer nuit et jour. Toute la famille de cet éleveur est décédée sur ces collines. Les officiers français mis en cause devant la justice n'y avoir eu connaissance de ces faits le jour même. Si tous les rescapés reconnaissent qu'ils ne seraient certainement pas là pour témoigner si les Français n'étaient pas revenus, pour eux, un procès est justifié. Nous n'avons pas eu la chance d'aller à l'école, mais si je savais comment porter plainte, je l'aurais fait depuis longtemps. Moins de la moitié des survivants du 27 juin seront encore en vie lors du retour des militaires français 3 jours plus tard. Une image en bref de Xi Jinping en Afrique du Sud. Le président chinois a atterri dans la journée après une visite au Zimbabwe. Un déplacement quelques jours avant le sommet sino-africain. Depuis 6 ans, la Chine reste le premier pays partenaire économique du continent, mais la tendance est à la baisse. Les investissements de Pékin ont chuté de 40% au premier semestre. Sekouba Konaté va plaider coupable. L'ex-président de la junte au pouvoir en Guinée avait été arrêté en juin 2013 aux États-Unis. Les douanes découvrent alors plus de 60 000 € en liquide dans son bagage. Il est accusé de trafic de devises et de déclarations mensongères. Il risque 5 ans de prison. Et puis Akon présente son nouveau projet. Ce n'est pas un album, non, son rêve, c'est d'illuminer l'Afrique et notamment les zones rurales grâce à l'énergie solaire. La star du R&B d'origine sénégalaise est actuellement à Paris. Laure Manin et Aurore Dupuis l'ont rencontré dans les couloirs de la COP21 et il nous en dit plus sur son action. L'idée m'est venue car j'ai grandi au Sénégal, à Dakar, et nous n'avions pas d'électricité.
Et quand j'ai émigré aux États-Unis, j'ai eu l'électricité pour la première fois. En 2014, je suis retourné à Dakar, dans le quartier où j'ai grandi. Et les gens n'ont toujours pas d'électricité. Les gens ont des lampes ou des bougies et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Car il n'est pas possible que de nos jours, des gens n'aient pas l'électricité dans certaines parties de l'Afrique. Et je vous retrouve dans une petite heure. Tout de suite, c'est Aude Le Christ et le journal de 22h.